J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de On veau. va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes en guerre. Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour et bienvenue dans l'édito politique de Slate. Hier, lundi 29 septembre, l'Institut de sondage IFOP a publié une projection des intentions de vote des Français pour la prochaine présidentielle. La question traditionnelle était posée ainsi: si la présidentielle se déroulait dimanche prochain, pour qui voteriez-vous ? Une étude qui permet d'avoir à l'instant T une photographie du paysage politique tel que se le représentent les Français et aussi du glissement toujours plus loin à l'extrême droite de la population française. Jean-Marie Colombani, je vous propose de jeter un coup d'œil un peu plus en détail aux chiffres révélés par l'IFOP, car c'est bien le Rassemblement national qui obtient, et de loin, les intentions de vote les plus fortes, que ce soit avec une hypothèse Marine Le Pen ou Jordan Bardella, entre 33 et 35% des intentions de vote. Alors il faut en effet d'abord toujours prendre des précautions sur les sondages d'intention de vote, alors que l'élection est au printemps 2027. Donc on a le temps. Et en même temps, personne n'est officiellement candidat. Donc on mesure des possibilités, des virtualités, mais il faut toujours faire attention à ça. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, une photo. Mais cette photo, elle est quand même très signifiante. D'abord, il faut regarder le total des voix d'extrême droite, parce qu'on cite toujours le Rassemblement national, et en effet, ce qui frappe pour le Rassemblement national, qui est au-dessus de 30%, c'est de voir que aussi bien Marine Le Pen que Jordan Bardella font exactement, pratiquement les mêmes intentions de vote, les mêmes scores. Donc c'est vraiment le mouvement vers ce que représente le RN qui prévaut et non pas la préférence de tel ou tel. Il faut y ajouter l'éternel Dupont-Aignan, parce qu'on l'oublie toujours, mais il est toujours là. Dès qu'il y a une élection présidentielle, il est là, et il fait quelques points. Et puis, évidemment, Zemmour, Éric Zemmour. Donc, si vous mettez le tout ensemble, parce que ça fera l'ensemble des voix d'extrême droite, c'est 40%. Donc ce qui choque déjà, enfin ce qui choque au sens fort du terme, c'est-à-dire c'est de constater qu'aujourd'hui, en intention de vote, il y a 40% des Français. Donc ça pose le problème de ce qui peut s'opposer à cette vague-là. Alors on regarde derrière celui qui arrive second, c'est Édouard Philippe. Mais Édouard Philippe n'est qu'à 16%, alors qu'il était à 26% il y a quelques mois de cela. Donc il y a une chute très sévère d'Édouard Philippe. Et puis il y a, alors ça c'est plutôt une surprise, Raphaël Glucksmann, qui vient après avec 15%. Donc on est là dans l'exacte réplique du scrutin des élections européennes de 2024. C'est exactement les mêmes ordres de grandeur. Alors il y a un point de plus par-ci, un point de moins par-là, mais c'est cette photographie, et donc ça veut dire qu'en gros, l'électorat n'a pas bougé. Rien n'a changé depuis alors qu'il y a eu la dissolution. Absolument, exactement. Et alors évidemment, la dissolution, il faut regarder aussi quelques-uns des acteurs. Par exemple, la droite incarnée dans ce sondage par Bruno Retailleau, elle est à autour de 10%. Ce qui est pas mal, mais qui est aussi sensiblement moins bien qu'il y a 6 mois. Alors ne parlons pas des candidats socialistes purs et durs, c'est-à-dire Olivier Faure, il doit être autour de 7%. C'est ça, ça 7%. Va pas chercher très loin. Et puis il y a une petite surprise, mais qui le satisfera grandement certainement, c'est le score envisagé pour Dominique de Villepin, qui fait presque le double de l'échantillon précédent. Donc il doit être autour de 5%, mais pour lui il va considérer ça comme un vrai tremplin. Cela dit, si on revient à l'enseignement principal, c'est-à-dire le score écrasant des extrêmes droites, ça pose la question de savoir comment les autres vont s'organiser pour avoir quelqu'un de compétitif au second tour. Alors pour ça, il faudrait que la droite sélectionne sans tarder un champion qui soit de nature à rassembler et à donc amoindrir le score du Rassemblement national, et il faudrait qu'à gauche se produise la même chose. Hors Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi hors Jean-Luc Mélenchon ? Parce que il se substitue aujourd'hui au Front républicain, c'est-à-dire le Front républicain, plus exactement, je m'exprime mal, mais le Front républicain, on se ligue pour faire barrage à l'extrême droite. Mais là, en ce moment, et on le voit aussi dans ce sondage, on se ligue pour faire barrage à Jean-Luc Mélenchon et à LFI. Donc pour la gauche, hors Jean-Luc Mélenchon, il y aurait normalement un impératif à se rassembler derrière un candidat qui soit compétitif, en sachant déjà que le rapport des forces
redevient favorable au Parti socialiste, à Raphaël Glucksmann, et non pas à Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est un enseignement très, très important aussi. Alors, par rapport à ces impératifs, qu'est-ce qui va se passer ? Mais rien de tout cela. C'est-à-dire que pour l'instant, on a toujours des gens qui défendent leur bout de gras, leur destin personnel, leurs ambitions personnelles, leur posture. Alors vous avez Darmanin qui est là, vous avez à droite, vous avez donc possibilité de pléthore de candidats. Et puis vous avez à gauche, n'en parlons pas aussi, où il faut ajouter Marine Tondelier à l'ensemble, parce qu'elle se considère aussi comme candidate potentielle à l'élection présidentielle. Bref, dispersion maximum, émiettement maximum, alors qu'en face, vous avez un bloc. Et ça, ça augure mal quand même de la suite. Et c'est une situation un peu semblable à ce qu'on voit à l'Assemblée nationale en ce moment, cet émiettement, cet effritement dont vous parlez, où chacun tire un peu la couverture à soi en défendant ses mesures ou sa position, et avec une absence de compromis et même de discussion. Oui, et ça nous amène tout droit à une impossibilité pour le nouveau Premier ministre de faire adopter un budget. Pour faire adopter un budget, il faudrait qu'il y ait des concessions de part et d'autre d'ailleurs, mais il faudrait qu'un certain nombre de députés, qu'ils soient à gauche ou qu'ils soient à droite, je parle du parti de Bruno Retailleau, concèdent que dans la situation du pays actuel, il faut éviter la censure. Éviter la censure pour que le pays puisse se remettre sur deux pieds et puisse réavancer. Or, dans ce que l'on voit actuellement et ce que vous décriviez à l'instant, on ne voit pas qu'il puisse y avoir des compromis parce que les socialistes sont mécontents parce qu'il n'y a pas la taxe Zuckman, d'autres sont mécontents parce qu'il y a des augmentations d'impôts à la clé, je parle là de la droite, et en sachant que dans tout cela, qui se passe à l'Assemblée nationale, et on l'oublie, mais l'Assemblée nationale, c'est elle qui a le pouvoir, in fine. Donc c'est elle qui a le pouvoir d'accepter un budget ou de le refuser. Et dans cet ensemble-là, il faut mentionner quand même le patronat, dont on voit qu'il a glissé progressivement et qu'il continue de glisser progressivement vers l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que, au fond, c'est un peu un principe de réalité. Ils considèrent que tout le monde les accepte, en France en tout cas, que Marine Le Pen est dans le paysage, qu'ils prennent des positions aujourd'hui qui savamment dosées pour que le patronat cesse d'être effrayé par un programme qui, au départ du Rassemblement national, était un programme très à gauche, en fait. On dirait populiste, mais qui était aussi marqué avec des thèmes qu'on reconnaissait plutôt à gauche qu'autre chose, et qu'ils abandonnent, notamment que Jordan Bardella abandonne, pour justement aller au-devant des soucis et des demandes du patronat. Donc tout cela rend les choses pour Sébastien Lecornu horriblement difficiles. Donc dans quelques jours, il va nommer un gouvernement. Dans quelques jours, il va recevoir à nouveau les partenaires sociaux, les syndicats. Il serait urgent qu'il passe un accord avec les syndicats réformistes, parce que ce serait la seule façon de faire pression sur les députés socialistes qui, eux, s'apprêtent dans leur majorité à voter la censure. Pourquoi ? Au nom du fait que le compte n'y est pas. Mais quel compte ? Alors que l'urgence du pays n'est pas là. Et que si les socialistes veulent sélectionner dans leur rang un possible ou une possible homme d'État ou femme d'État, il ne faut pas évidemment se comporter comme ça. Alors François Hollande fait tout ce qu'il peut pour éviter que les socialistes votent la censure et pour que le gouvernement puisse avancer, mais pour le moment, il est un peu seul dans les rangs socialistes. Et on ne peut pas finir cet édito, Jean-Marie Colombani, sans un mot sur la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. C'est tombé en fin de semaine dernière. Alors c'est moins la condamnation que les modalités, c'est-à-dire que on l'envoie en prison, on l'envoie à la case prison tout de suite. Et donc c'est ça qui a fait polémique. Alors moi je vais pas me ranger du côté de ceux qui ont protesté contre ce jugement. Il est jamais bon d'attaquer la justice. Quand on dit il y a une crise d'autorité en France, il faut d'abord commencer par respecter l'autorité judiciaire, ou bien du côté de ceux qui disent c'est totalement mérité, et qui se rangent là dans dans ceux qui ont toujours détesté ou combattu Nicolas Sarkozy. Donc évitons cela, regardons simplement les conséquences politiques immédiates et à plus long terme. Les conséquences politiques immédiates, elles sont déjà visibles. Regardons qui a été déjà victime de l'exécution provisoire. Marine Le Pen. Elle argumente contre l'exécution provisoire au nom du fait que ça efface un petit peu le principe de présumé innocent. Dès lors qu'on vous envoie en prison, c'est difficile de continuer à vous considérer comme présumé innocent. C'est Marine Le Pen. Donc mécaniquement, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, même combat. Donc inévitablement, ça les rapproche. Et inévitablement, une part de l'électorat de Nicolas Sarkozy, qui existe, va être tenté de se rallier
à Marine Le Pen. Ça, c'est un effet presque mécanique du jugement et qui joue donc en faveur de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, qui vient un peu couronner, si j'ose dire, le mot est peut-être mal choisi, une évolution personnelle de Nicolas Sarkozy, qui avait commencé à glisser lui-même. Lui qui avait été l'homme fort du barrage à l'extrême droite, a donné des signes en direction de l'extrême droite qui ont conforté la respectabilité de l'extrême droite, notamment en recevant Jordan Bardella et d'autres, en donnant des conseils, ainsi de suite. Donc, effet mécanique immédiat, c'est celui-là. L'effet à plus long terme, il est difficile à mesurer, mais il existera parce que c'est une attaque frontale. La condamnation de Nicolas Sarkozy et le fait d'être envoyé en prison aussitôt, c'est une attaque frontale contre l'institution présidentielle. Dans un pays qui manque justement d'autorité reconnue, où la présidence de la République reste la clé de voûte des institutions, le socle des institutions, c'est un coup porté à l'institution présidentielle, et je ne sais pas jusqu'où cela ira. Qui n'avait pas besoin de ça. Absolument. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani. On se retrouve vendredi pour Le Monde devant soi. Merci Hélène.